Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Radio France organise une journée spéciale consacrée à l'information à l'occasion du festival Média en scène qui se tient aujourd'hui dans cette maison de la radio. Et à cette occasion, je reçois ma camarade Géraldine Mühlmann. Bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous publiez Pour les faits aux éditions Les Belles Lettres. On vous connaît à France Culture bien sûr parce que vous animez avec philosophie à 10h l'émission de philosophie. Mais moi, c'est à l'autre Géraldine Mühlmann que je souhaite parler. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, parce que vous poursuivez une œuvre originale sur le journalisme. C'est pour ainsi dire le troisième livre que vous consacrez à ce qu'on pourrait appeler une histoire, une philosophie et peut-être même une épistémologie du journalisme, c'est-à-dire une manière d'essayer de comprendre, de problématiser la manière dont se construit le journalisme. Et je dois dire que c'est une œuvre assez rare, puisque finalement il y a très peu d'ouvrages théorique consacré au journalisme. Géraldine Mühlmann, il faut tout d'abord nous dire ce qu'est un fait avec le regard donc du philosophe et de la politiste que vous êtes. Oui, c'est la notion de fait là qui était le problème que je souhaitais aborder dans ce livre. Mes travaux sur le journalisme ont exploré vraiment cette histoire qui est souvent peu travaillée en France. Là, il s'agit d'un livre écrit plus de 15 ans après ces travaux et qui essaye de faire un diagnostic, il est vrai, assez inquiet de notre espace public, dans lequel je crois que la notion de fait se porte mal. Donc c'est un ouvrage, disons, plus d'intervention et qui pose le problème plus large du témoin, au-delà de la question du journaliste et du reporter. Même si ceux-ci sont, disons, un des enjeux fondamentaux. Un fait, pour moi, mais j'essaye de le montrer, est d'abord sensible. Même les faits statistiques qui sont construits, bien sûr, mais le fait que des faits soient construits n'enlève rien à leur importance et au fait que quelque chose en eux s'impose. Les faits statistiques eux-mêmes ont besoin de données sensibles. Le fait, c'est d'abord le témoin qui l'établit par ses sens. Et en effet, la question se pose ensuite du partage de cette sensation. Et c'est ce problème, celui du partage du sensible, qui m'occupe beaucoup et qui a beaucoup occupé l'histoire du reportage. Et aussi la philosophie, on découvre par exemple qu'Hannah Arendt s'est intéressée à ce qu'elle appelait la matière factuelle. Oui, dans un très beau texte, Vérité et politique, qu'on peut lire dans le volume intitulé en français La crise de la culture, Arendt distingue les vérités de fait et les vérités rationnelles. Elle dit, et je crois qu'elle a terriblement raison, que les vérités de fait sont bien plus fragiles que les vérités rationnelles. Dans les deux cas, quelque chose s'impose. Dans les deux cas, quelque chose est construit par un dispositif rationnel ou corporel. 2 et 2 font 4. C'est une construction logique, mais qui s'impose. Eh bien, un fait sensible s'impose aussi, mais par une texture, par une matière, c'est ce qu'elle dit. Et le problème, c'est que c'est très manipulable, que ça peut susciter beaucoup de défiance. C'était manipulé par un tas de régimes politiques. Les gens disparaissaient sur les photos en Union soviétique régulièrement. Aujourd'hui, le problème n'est pas seulement les pouvoirs. Je crois qu'au-delà de son analyse de l'époque, nous avons un manque d'habitude, vraiment d'expérience des faits. Tant d'images circulent, nous ne savons plus bien comment elles sont sourcées, nous bavardons beaucoup, nous avons beaucoup de conversations, c'est même incroyable, géant la conversation que nous menons sur les réseaux sociaux. Mais le récit, qui pour moi est la forme d'énoncer de la factualité, est rare, exige de l'attention. La place des récits se fait plus petite, la place des reportages existe encore heureusement, y compris par exemple sur des chaînes d'infos comme LCI ou BFM, mais il y a tout un univers de discours et de jugement qui fait que l'important, on a l'impression, est moins ce qui se passe que ce qu'il faut en juger. Et vous rappelez un épisode qui est, hélas, à nouveau notre quotidien, celui du conflit au Proche-Orient. Vous montrez à quel point la notion de fait est en réalité éminemment problématique, Géraldine Mühlmann. Vous évoquez une série que Marc Kravetz avait consacrée au conflit israélo-palestinien. C'était donc sur l'antenne de France Culture, mais c'était pendant l'été 2006. Et vous dites à quel point cette série, qui était évidemment conçue pour être équilibrée et pluraliste, aboutissait finalement à une problématique
comment faire pour parler d'une réalité alors que finalement, il est compliqué de s'accorder sur une réalité commune. Oui, c'est une série exceptionnelle où tous les grands témoins et acteurs, côté palestinien et côté israélien, racontaient d'où ils venaient et comment ils vivaient ce conflit. Et ce qui était terrible, c'est qu'ils ne parlaient pas des mêmes faits. Chacun avait son histoire, son vécu. Par exemple, la Nakba, l'exode palestinien, qui est une réalité, était extrêmement présente chez les témoins et acteurs côté palestinien. La Shoah était très présente comme arrière-plan pour beaucoup d'acteurs et de témoins israéliens. Et on avait l'impression qu'il était difficile pour chacun d'avoir en tête les faits essentiels pour l'autre. À chacun ses faits. Le problème du à chacun ses faits, il nous guette tout le temps, surtout sur des conflits très sensibles. Ce que je déplore, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est qu'aujourd'hui le à chacun ses faits devient une petite musique théorique que tout le monde fait jouer, comme si oser dire qu'il y a un monde commun avec des faits communs, avec un noyau sensible que nous pouvons partager, compter les morts, comme disait très justement Catherine Dutu, avec des journalistes dans une pluralité, capables de discuter sur le terrain, de voir, de sentir et d'établir un chiffre, hein, ce qui est quand même extrêmement important. Ça, c'est quelque chose qui est possible, qu'on peut partager, on peut avoir confiance. Aujourd'hui, il y a cette petite musique qui est, mais pas du tout, à chacun ses faits, la réalité n'est pas la même pour chaque courant d'opinion. Et cette petite musique est délétère pour notre monde commun. Et vous parliez d'une réflexion inquiète sur le journalisme, Géraldine Mühlmann. Ce qu'il y a d'étonnant, alors c'est moins étonnant parce qu'on y baigne, mais au fond, lorsque l'on pose la question comme vous le faites dans votre livre Pour les faits aux éditions Les Belles Lettres, on se rend compte à quel point c'est vertigineux. C'est finalement notre époque qui est une époque, pour ce qui concerne la France, une époque démocratique où la notion de fait est aujourd'hui la plus malmenée. Elle est extrêmement malmenée par justement cette petite théorie peu élaborée du à chacun ses faits. Et puis, elle tient au fait que partout, aussi bien sur des médias traditionnels que sur les réseaux sociaux, prévaut un discours, un jugement des humeurs avec des petites bulles d'opinion qui se constituent, qui ont beaucoup de mal à se référer à ce que Max Weber appelait l'effet désagréable ou inconfortable pour ses opinions. Qu'est-ce que c'est un fait inconfortable pour le sociologue Weber? Pour Weber, évidemment que nous regardons le monde chacun avec nos valeurs. Et par exemple, dans un conflit comme celui au Moyen-Orient, nous avons parfois des sensibilités prédominantes, un attachement à un de ces deux camps, mais ça ne doit pas, si on est un chercheur, parce que c'est la question du savant, entre guillemets, que pose Weber, mais c'est la question du journaliste, c'est la question, à mon avis, du témoin qui essaye d'être impartial. Il se pose le problème de la capacité à saisir par ses sens, y compris un certain nombre de faits qui ne vont pas dans le sens de notre opinion. On a l'impression que cet effort aujourd'hui apparaît à plein de gens complètement vain. Sur des réseaux sociaux, on parle des faits qui nous intéressent, les désagréables ou les inconfortables sont mis de côté. Je pense que la question de l'impartialité, dès qu'on l'avance, on passe pour un affreux positiviste. Ce n'est pas du tout l'objectif de mon livre. Je pense que quelque chose comme un travail sur soi, par exemple d'un témoin, d'un reporter, tout ça, sans sortir d'une perspective singulière, d'aucuns diraient subjective, je n'ai aucun problème à reconnaître cela. Mais ce travail qui permet d'essayer d'avoir un corps et des sensations partageables, donc les plus universelles possibles. D'abord, on méconnaît à quel point l'histoire du journalisme a posé ce problème. Et deuxièmement, on est dans un moment qui a des doutes affreux, plein d'ignorance d'ailleurs, sur la capacité que nous avons à partager du sensible. Mais alors, justement, Géraldine Mühlmann, si nous vivons à une époque comme le pense Weber, qui est un sociologue pessimiste sur la condition même de la modernité, si nous vivons une époque avec des conflits de valeurs impossibles à résoudre, puisque ce sont des valeurs et pas des faits, oui. Est-ce qu'une information universelle est encore possible? Il faut se battre d'où le pour les faits, qui n'est pas, encore une fois, une longue recherche sur le journalisme. J'ai fait ce travail il y a longtemps, c'est une intervention, et je voudrais dire à quel point Weber, plus d'un siècle avant notre époque, a été, par son pessimisme, terriblement lucide. Il disait que de toute façon, l'époque du savant, des témoins partiaux, des chercheurs, était en train de se tarir. Il pensait que c'était le retour ou le ressurgissement des chefs et des prophètes.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Géraldine Mühlmann, pour les faits, c'est le livre que vous consacrez à notre profession, celle de journaliste aux belles lettres. Vous serez rejointe par Anna Colin-Lebedev, spécialiste de l'Ukraine, maîtresse de conférences, et on évoquera justement ces faits par temps de guerre. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et pour parler de cette fabrique de l'information, nous sommes donc en compagnie de Jean Lémarie, mon camarade qui donne son billet politique chaque jour dans les matins, Géraldine Mühlmann, autre camarade qui officie à 10h dans Avec Philosophie, mais qui poursuit aussi une œuvre originale de philosophie, d'épistémologie du journalisme, l'épistémologie, la manière dont se construisent justement, dont se construit ce savoir journalistique. Et vous publiez Pour les faits aux éditions des Belles Lettres. Et puis nous accueillons Anna Colin-Lebedev. Bonjour, vous êtes maîtresse de conférences à Paris-Nanterre, vous êtes spécialiste de l'Ukraine, on vous doit notamment cet ouvrage Jamais frères aux éditions du Seuil, et nous, journalistes, nous vous avons beaucoup utilisé, si vous me passez l'expression, Anna Colin-Lebedev, on vous a sadisé car depuis le conflit ukrainien, vous avez été de nombreuses matinales, de nombreux plateaux. J'ai presque envie de vous demander qu'est-ce que ça a suscité en vous ? Eh bien, en réalité, ce que ça a surtout provoqué, c'est une transformation profonde du contenu de mon métier. Jean Lémarie venait d'évoquer et d'analyser la question de prendre la parole à chaud pour les politiques. En fait, prendre la parole à chaud pour les chercheurs, la question se pose aussi bien évidemment. Et je dirais que j'ai été sollicitée pour faire un travail qui est différent du travail qui est celui du chercheur au quotidien. Vous voyez, Guillaume, vous venez de me présenter comme spécialiste de l'Ukraine. En réalité, spécialiste de l'Ukraine est un qualificatif qui ne va pas exister dans le monde académique. Vous voyez, je suis spécialiste des mouvements sociaux, je suis spécialiste de l'engagement combattant, mais on ne peut pas être spécialiste d'un pays. Ça recouvre en réalité un mode de travail et un champ de compétences qui est un petit peu différent. Là, mon travail avant, mon travail ordinaire consistait à produire un corpus de données pour répondre à une question précise, pour ensuite mettre en concept la société. Désormais, en fait, depuis le début de la guerre, je suis engagée davantage dans un travail de veille très large, qui consiste à aller bien au-delà de son champ de compétences pour tenter d'apporter un éclairage et d'enrichir le récit sur le social qui est celui des médias. Et les journalistes, vous les trouvez comment ? Je me souviens par exemple d'une émission qu'on avait consacrée à l'Ukraine, c'était juste avant le début de la guerre. Vous m'aviez dit « je suis très pessimiste ». La guerre n'avait pas encore été déclarée et je crains hélas que les faits postérieurs vous aient donné raison. Et je vous sentais agacé par certaines de mes questions, parce que celles-ci étaient probablement naïves, candides, peut-être que ces questions n'étaient pas les bonnes. Mais justement, j'aimerais savoir ce que vous pensez des questions de journalistes. Je trouve que les journalistes, depuis le début de cette guerre, ont fait un travail extraordinaire. Vous n'étiez pas obligé de dire ça. Et qui est déjà, mais je ne suis pas, je sais que je parle sous la contrainte, je vais pas me faire inviter si je dis trop de mal des journalistes, mais surtout un travail extraordinaire de formation, d'appropriation du sujet ukrainien, une volonté de rentrer dans y compris de manière sensible, comme l'évoquait Géraldine Mühlmann tout à l'heure, dans la compréhension du tissu social qui est celui de l'Ukraine, alors un peu moins dans le tissu social qui est celui de la Russie, ça c'est une autre question. Donc je pense que j'ai trouvé que c'était un très beau travail. Géraldine Mühlmann. Je suis très frappée par ce que dit là Anna Colin-Lebedev. Je parle du tableau que vous dressez de nos collègues, parce que je me mets avec vous, je suis fondamentalement une chercheuse, une université, c'est ma famille, je dois énormément de choses aux études, presque tout, aux études supérieures. J'ai toujours gardé ma charge d'universitaire, quitte à la réduire légèrement. À chaque fois que j'ai eu des responsabilités dans les médias, et même là, avec une quotidienne radio, je continue d'être prof et chercheuse. Mais je voudrais dire que c'est vrai que la recherche académique passe par un corpus limité et qu'on ne peut pas parler surtout et de tout. Mais en même temps, l'idée que des savants, pour parler comme Weber, par exemple, ne puissent pas s'engager avec leur éthique professionnelle, leur rapport rigoureux aux faits sur des questions présentes, me paraît un vrai problème, si vous voulez. On ne peut pas rester dans notre précaré. Marc Bloch était spécialiste du Moyen-Âge. Moyen-Âge. Et il a vu ce qu'a été la mobilisation et le contexte politique et militaire dans la guerre
d'abord de 14-18 et en 40, il assiste à une défaite, il fait une analyse avec des éléments factuels, sensibles, extraordinaires, et c'est bien parce qu'il a été un grand historien. Je crois que c'est très important de dire ça. La guerre entre chercheurs et journalistes, moi j'ai passé ma vie à lutter contre cela. Il y a une tradition américaine qui ne met pas les clivages de manière aussi ferme. Robert Parr, qui a été journaliste et fondateur, un des fondateurs de l'école de sociologie de Chicago, disait qu'un sociologue, c'est un super reporter. Il y a des gens qui pensent cette continuité. Je crois que c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, Anna Colin-Lebedeff? Est-ce que vous vivez comme une super journaliste, comme quelqu'un qui produirait de la connaissance à partir de faits qu'apportent les journalistes? Les journalistes sont extrêmement précieux à notre travail. Non seulement parce qu'effectivement, de manière très pratique, ils vont sur des terrains où on ne peut pas aller. On ne va pas sur la zone de front, et ils vont nous rapporter des informations auxquelles on fait confiance grâce à la méthode qui est la leur et à ce que l'on sait en fait des conditions de leur travail. Mais les journalistes vont aussi être, et pour moi c'est très très important, une sorte d'éclairage des questions que l'on pose. C'est la grande différence entre le reporter et le journaliste. Ce n'est pas tant les méthodes, parce qu'au fond, quand on est sur le terrain, on fait la même chose. On observe, on interroge des gens, on va avoir un travail documentaire, c'est-à-dire l'ensemble des éléments du travail de sociologue se retrouvent chez les journalistes, mais c'est le type de questions que l'on va poser, et puis l'ancienneté et la présence sur le terrain. C'est un peu ça qui va faire la différence. Et moi, les questions que posent les journalistes vont toujours m'interroger, vont toujours renverser un peu la manière dont je prends mes sujets, et donc être une nourriture intellectuelle absolument indispensable pour avancer. Jean-Marie. À la base de tout ça, et j'y pense en vous écoutant toutes les deux, il y a ce qu'on peut appeler, c'est ainsi que vous l'appelez Géraldine dans votre livre Pour les faits, il y a ce qu'on appelle le récit d'abord. Le récit opéré par des journalistes, le récit opéré aussi peut-être par des chercheurs quand ils peuvent aller sur le terrain, le récit qui précède tout discours. Est-ce que les faits eux-mêmes, le récit des faits, ont beaucoup souffert dans cette période très troublée que nous vivons? Alors, en quelque sorte, en théorie et en pratique, Géraldine Mühlmann. Oui, moi je pense que la question du récit est fondamentale. Alors, on peut discuter longtemps. Il y a évidemment des récits de propagande aussi, mais je me réfère à la distinction de Gérard Genette entre récit et discours, qui était un grand prof de littérature, critique littéraire, du langage et de la parole et des usages de la parole. Et oui, je pense que le discours et la conversation, notamment qui est du discours, tend à noyer la factualité dans nos humeurs, et c'est bien normal. C'est le discours de l'amitié, c'est le régime de parole, disons, c'est même un peu celui que nous avons ici. Enfin, c'est celle de nos vies aussi, nos conversations. Mais le temps du récit, avec un développement factuel, précis, avec des choix, certes, qui essayent d'être transmis à d'autres pour dire que c'est pertinent de raconter de cette façon, qu'on y a bien réfléchi et qu'on essaye de faire partager cette factualité par tout le monde, c'est fondamental. Il faut prendre un peu de temps. On parle de la guerre en Russie. J'ai écrit dans mon dernier chapitre, j'ai relayé l'extraordinaire reportage de Maureen Mercier de la radio-télé suisse, qui a eu 2 fois le prix Bayeux du reportage de guerre. Et la première fois, c'est ce que je raconte, elle interroge une femme qui a été violée à Boutcha, une Ukrainienne, pendant 15 jours par des hommes en meute, tous les jours, pour protéger son adolescente, pour qu'elle ne soit pas violée. Il faut du temps, c'est du terrain. Mais je pense, vous voyez, bien sûr, tous les chercheurs ne peuvent pas faire cela, mais qu'ils aient cette sensibilité, qu'ils lisent les récits des journalistes, qu'ils soient très bien informés, me paraît essentiel. Anna Colin-Lebedeff. Effectivement, le discours journalistique et le discours académique sont 2 formes de récit sur le social qui cherchent à donner du sens au social. Et vous voyez, l'intitulé de cette émission, telle qu'elle était annoncée par exemple sur Twitter, était « Au commencement étaient les faits ». À mon sens, dans cette histoire, au commencement, il y a la méthode. Il y a la méthode qui permet en fait de se dire que la lecture du social que l'on propose va obéir à une certaine rigueur, à certaines règles de production de savoir qui vont être différentes pour les journalistes et les chercheurs. Mais c'est ça qui fait en fait que ce discours peut être discuté, peut être repris et on peut lui faire confiance dans une certaine mesure pour éclairer en fait ce qui se passe. Bon, mais alors en ce moment, par exemple, Anna Colin-Lebedeff, il y a une forme donc de conviction dans l'air du temps que l'Ukraine serait dans une position difficile, que finalement l'avantage qu'elle aurait pu avoir il y a quelques mois est en train de s'estomper largement, que la Russie serait en passe donc de
gagné la guerre et que par conséquent, eh bien, toute tentative de prolonger cette guerre serait de l'acharnement. Vous qui êtes spécialiste de l'Ukraine, comment percevez-vous ce type de récit, cette variation de récit? Ce que moi j'ai l'impression d'observer aujourd'hui dans les récits sur la guerre, c'est une espèce d'enlisement du récit, un caractère répétitif en boucle d'un nombre d'éléments limités, comme la situation sur le front, effectivement, les avancées des uns et des autres, ou encore la question des livraisons d'armes, ou encore la question internationale. Et ça me paraît avoir un lien, alors peut-être pas complètement dominant, mais on met un lien avec le type d'acteurs qui sont capables et qui sont amenés à produire une analyse sur ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, sur le terrain ukrainien, vous avez une masse d'acteurs différents. Vous avez les journalistes, mais vous avez aussi les représentants d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, de gouvernements, de think tanks, de centres d'analyse sur les questions militaires. Il y a un groupe d'acteurs côté français qui n'a pas le droit d'aller sur le terrain aujourd'hui, ce sont les chercheurs. Les chercheurs sont interdits de terrain pour des raisons de sécurité par notre ministère de tutelle, alors que tous les autres acteurs y vont. Et à mon sens, ça a un impact. Ça a un impact à court terme et à long terme. À court terme, parce qu'un certain nombre de questions ne sont pas posées, un certain nombre d'observations ne sont pas faites. Une mise en contexte n'est pas possible parce qu'on n'est pas sur le terrain. Et à long terme, parce que cette interdiction, elle pèse sur nous, mais nous, on se débrouille. Vous voyez, moi, j'étais au terrain, sur le terrain au mois de juin. J'espère que mes tutelles ne m'écoutent pas. C'était mes vacances. On va dire ça comme ça. Vous en voudrez, vous vous rendez compte où on est arrivé? Mais surtout, en fait, vous voyez, ce que nous, on arrive à contourner aussi parce qu'on connaît le terrain tellement bien que même de loin, on arrive à saisir des choses. Les jeunes chercheurs, les doctorants, les post-doctorants, vous voyez, toutes les recherches qui ne seront pas faites sur l'Ukraine et sur la Russie dans les années qui viennent vont appauvrir encore plus notre connaissance de la guerre. Jean Lémarie. Allez voir pour comprendre, pour raconter, pour faire partager un récit. Mais l'étape suivante pour que ce récit soit effectivement partagé, et je reviens à la politique, c'est la confiance. Ça suppose la confiance de ceux qui écoutent, qui veulent bien croire la chercheuse, qui veulent bien croire le ou la journaliste qui est allé sur le terrain. Et il me semble que cette confiance-là fait défaut souvent en ce moment, y compris s'agissant de l'Ukraine. Vous évoquiez, Géraldine, le drame de Boutcha, évidemment. Je n'ai pas oublié des commentaires, non seulement en Russie, mais aussi en France, émettant les plus grands doutes sur la réalité de ce qui s'était passé à Boutcha et sur l'ampleur des massacres. Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine Mühlmann? Il faut que les chercheurs, bien sûr, quand ils ne peuvent pas aller sur le terrain, et d'ailleurs je le déplore, parce qu'il n'y a aucune raison, et je déplore surtout ce que vous venez de dire, Anna Colin-Lebedev, c'est qu'en plus ce soit mal vu, semble-t-il, de certaines autorités de tutelle universitaire. Alors là, je ne comprends pas ce qui arrive. Je pense que les chercheurs et les journalistes ont des méthodes en commun, même s'il y a, c'est indéniable, des différences d'approche de la factualité. Et puis surtout, la grande question des sciences humaines, c'est la causalité. C'est très très difficile d'établir des causes, mais les journalistes le savent très bien aussi. Exemple, ce que vous avez donné, Jean Lémarie, comme exemple, le fait divers, si j'ose m'exprimer ainsi, du meurtre de cet enfant, les causes exactes, c'est encore flou, la justice travaille doucement, même si elle travaille sans doute très efficacement, et les politiques, eux, ont déjà les causes, bien sûr, avant tout le monde. Donc, mais il faut aussi que les journalistes, quand ils vont sur le terrain, connaissent les problèmes des chercheurs, posent les bonnes questions, cherchent, mettent leurs yeux, leurs oreilles, leur peau, si j'ose dire, aux questions qui sont centrales et que les chercheurs connaissent depuis des années sur ces terrains-là. Le problème de la confiance, il est toujours là. Nous n'avons jamais à faire confiance d'emblée à n'importe quel témoin. Il est évident que nous devons mettre une pression que les témoins soient les plus fiables possibles. Mais c'est précisément en travaillant tous ensemble, en ayant ce rapport à la factualité qui essaye de mettre en œuvre le modèle qu'au XVIIIe siècle, les Lumières écossaises appelaient par exemple le modèle de l'observateur impartial. C'est en essayant de travailler sur soi, sur son rapport aux faits, que la confiance se retissera, même si je ne le nierai pas, je suis extraordinairement pessimiste en raison de la haine maintenant dans laquelle est tenue la profession journalistique. Mais Anna Colin-Lebedev, je me dis que finalement vous aviez un avantage par rapport à nous, puisque vous êtes spécialiste du monde soviétique, je dis les choses de manière un peu schématique. Alors, bon, les infox, le fait de nier les vérités évidentes, le fait de réécrire l'histoire parce que certains faits inconfortables doivent être cachés, tout ça, ça fait partie de l'histoire même de l'Union soviétique.
Oui, tout à fait, mais je dirais que ça, c'est la longue confrontation au terrain vous permet en fait d'identifier relativement vite les acteurs à qui vous pouvez, la parole à laquelle vous pouvez faire confiance et celle à laquelle vous ne pouvez pas faire confiance, mais aussi, je dirais, d'être capable de creuser plus loin, d'observer au-delà, vous voyez, des informations qui sortent et qui en fait, il faut s'interroger sur la raison pourquoi tel ou tel événement tout d'un coup se met à faire l'actualité. Nous, on travaille sur la banalité du monde social. Et c'est en fait l'ordinaire du social et la comparaison de l'événement à l'ordinaire qui nous permet de donner un sens et d'avoir une crédibilité dans le sens que l'on donne. Alors ça, c'est la production de faits, si j'ose dire. Mais de l'autre côté, la manière dont on peut nier les faits, les redouter, ce que Géraldine Mühlmann raconte dans son livre Pour les faits, comment vous l'avez vécu quand on dit par exemple il n'y a jamais eu de bombardement soviétique ou bien les Ukrainiens sont des nazis? Eh bien, ma foi, moi, je le traite de manière tout à fait classique, c'est-à-dire que je me réfère à des travaux produits selon des critères académiques qui permettent de le réfuter. Mais vous voyez, cette question de la confiance, moi, je me la pose en fait à chaque instant dans cette guerre, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce que ma parole reste crédible. Et pour moi, en fait, l'élément central, et là, je serais peut-être un petit peu en désaccord avec vous, Géraldine, c'est qu'à partir du moment où je me mets à avoir une position, j'ai bien évidemment une position civique dans ce conflit, et j'ai une position personnelle dans ce conflit. Mais si je me mets à la mobiliser, vous voyez, quelle est la frontière entre mon discours compétent en tant que chercheur spécialiste de sujet et mon opinion personnelle en tant que citoyenne? C'est vraiment la frontière que je cherche à ne pas franchir pour garder de la crédibilité à l'égard de chacun. C'est aussi l'expression de votre courage. Moi, je trouve ça formidable que vous osiez transgresser cette espèce de frontière que vous évoquez trop rigide, qui fait que les chercheurs, surtout en France, voient mal les journalistes, alors qu'en fait, nous travaillons ensemble, même si nous faisons des choses différentes. Et je vous trouve extraordinairement courageuse, y compris dans le fait d'être à ce point modeste. Les grands journalistes sont modestes, ils savent qu'ils ne voient jamais tout. Géraldine Mühlmann, comment percevez-vous aussi l'autre conflit qui est un conflit où là aussi les questions de pluralisme, d'équilibre se posent peut-être même de manière encore plus décuplée? Je parle bien sûr du conflit israélo-palestinien. Est-ce que par exemple faire du journalisme, produire un journalisme qui soit perçu comme étant pluraliste, objectif, etc., ça n'est pas encore plus difficile sur ce conflit-là? C'est extrêmement difficile, d'autant que les journalistes, comme l'a extrêmement bien dit Catherine Dutu tout à l'heure dans sa revue internationale, revue de presse, n'ont pas accès librement au territoire de Gaza. Et donc les chiffres, prenons ce point factuel, élémentaire, le nombre de morts, le nombre de corps. C'est très long et il faut vraiment compter, faire très attention. On ne peut pas mener ce travail de manière tout à fait libre et pluraliste et en mettant en jeu justement éviter les erreurs quoi. À Gaza, comme on le fait pour l'instant, comme on l'a fait pour le 7 octobre, par exemple. Ce qui est très important, ça renvoie à cette modestie que j'évoquais. Même quand l'émotion est une chose qu'il ne faut pas craindre. Le blocage émotionnel qui fait que les gens ont un déni, que vous avez des gens en Cisjordanie qui disent le 7 octobre n'a jamais eu lieu, qu'à l'inverse, vous avez des gens très très engagés derrière Israël qui disent que voilà, c'est civils qu'on tue, n'est-ce pas, à Gaza, c'est juste normal puisque le Hamas est dans les civils. Enfin, les blocages émotionnels sont beaucoup plus graves, à mon avis, que les émotions. Mais les émotions doivent être travaillées. Et il y a eu un moment émotionnel indéniable quand on a ouvert le kibboutz de Kfar Aza, vous le savez, tout d'un coup quelqu'un, on ne sait pas bien comment c'est sorti, ça fait partie des énigmes, a dit il y a eu 40 bébés assassinés, même décapités. Puis en fait les journalistes qui étaient présents, qui ont fait la première visite avec les soldats, ont bien compris qu'il n'y avait pas un charnier d'enfants là, de 40 bébés décapités. Il y a eu sur l'ensemble des kibboutz des gens décapités, il y a eu des jeunes assassinés, mais il n'y a pas eu un charnier là de 40 personnes. C'est extrêmement important qu'on puisse corriger quelque chose de cette sorte. Et c'est pourquoi la liberté d'accès au terrain, avec des journalistes qui les uns et les autres se surveillent, parlent ensemble, et ainsi créent cette confiance si dure à obtenir, tout ça est essentiel pour qu'on ne se mette pas à délirer chacun dans son monde et dans son monde d'émotions. Comment vivez-vous, Anna Colin-Lebedev, le fait qu'un conflit ait presque éclipsé l'autre, la manière aussi, parce que vous êtes aussi une citoyenne, et donc vous voyez la manière dont ce conflit, le conflit israélo-palestinien, est aujourd'hui relaté dans la presse, dans les médias, votre regard?
Je pense qu'il y a des logiques médiatiques qui sont tout à fait normales et compréhensibles. Et je n'irai pas critiquer les journalistes pour le fait de se reporter en fait sur ce conflit dans sa phase aiguë. Et vous voyez qu'on est déjà là en train de reparler de l'Ukraine. Hein, c'est-à-dire qu'on la réintègre dans le débat. La difficulté, ça va être précisément de faire sens pour nous dans un monde de plus en plus conflictuel et de plus en plus complexe. Mais justement, est-ce que pour vous, il y a, je ne sais pas, une filiation, une solidarité, enfin bref, entre ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? C'est une question très compliquée et là, je pense que justement, il nous faudrait le temps, le recul et la réflexion pour y arriver. J'en discutais avec des journalistes ukrainiens extraordinaires l'autre jour qui disaient qu'en fait, voilà, toute comparaison aujourd'hui serait trop rapide et nous piégerait en fait dans des analogies qu'on n'est pas en mesure encore de tracer. Donc, pour l'instant, voyez, analysons ce qui est analysable, mais réfléchissons aussi à la différence d'approche que pourra apporter un temps un peu plus long, un recul un peu tenu en fait avant d'aborder cette question. Un mot de conclusion, Géraldine Mühlmann. Je suis inquiète, mais je suis déterminée à faire valoir, non pas comme on me le dit trop souvent, les journalistes professionnels en l'état. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore très bons, contrairement à ce que dit la haine généralisée. Mais la question n'est pas les journalistes tels qu'ils sont, c'est les idéaux du journaliste. Si aujourd'hui, il y avait une détestation des journalistes parce qu'ils feraient mal leur boulot et que d'autres personnes, avec leur téléphone portable, avec leurs jambes et avec leurs sensations, allaient nous livrer, avec un travail sur leurs émotions, venaient nous livrer le monde sensible mieux que les professionnels, je serais ravie. Mon problème, c'est que ces idéaux, qui ne sont que des idéaux, hein, des horizons, l'impartialité, le souci de partager le sensible, ce n'est pas facile, mais je ne supporte pas l'idée qu'on est perdu d'avance. Le « à chacun ses faits », les certitudes beaucoup trop courtes qui sont en train d'envahir notre espace public. On le retrouve dans votre ouvrage Pour les faits, Géraldine Mühlmann, c'est aux éditions des Belles Lettres. Vous allez préparer votre émission avec Philosophie à 10h. De quoi sera-t-il? Figurez-vous qu'on va parler de Max Weber aujourd'hui. Voilà. Comment la société pèse-t-elle sur les individus? C'est notre épisode Weber. Anna Colin-Lebedev, merci d'avoir été avec nous. Jamais frère, c'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions du Seuil.